Bienvenue à cette nouvelle édition de l'invité du jour sur Africa 24. Le Burkina Faso et le Niger demeurent au cœur des préoccupations de l'Union africaine et dans un communiqué publié le 27 juillet 2026, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son soutien à des transitions politiques inclusives et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les deux États tout en saluant les progrès réalisés sur les plans sécuritaires et socio-économiques. Pour analyser les enjeux et les perspectives qui se dessinent, nous recevons en visioconférence depuis Cotonou au Bénin M. Francis Gabriel Oké. Il est l'ancien représentant permanent de la CEDEAO près l'Union africaine. Monsieur Francis Gabriel Oké, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine appelle à un rétablissement de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso et au Niger tout en préconisant un dialogue constructif avec les autorités de transition. Quelle appréciation faites-vous de cette position au regard de la trajectoire actuelle de ces deux États ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et ensuite préciser que mon intervention ce matin se situe dans le cadre d'une discussion des impressions d'un citoyen et non de quelqu'un qui représente une institution ou un État. Et maintenant, concernant votre question, s'agissant de mon appréciation, je veux faire une appréciation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ce communiqué du 27 juillet du comité permanent du Conseil exécutif de l'Union africaine répond aux exigences prévues dans la charte africaine de la démocratie et des élections. Et ce communiqué aussi répond aux exigences de l'instrument de la CEDEAO, c'est-à-dire du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Que veux-je dire par là? C'est-à-dire que ce communiqué, depuis les crises, l'Union africaine et la CEDEAO n'ont jamais cessé d'appeler au retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre constitutionnel qui permet à un État d'avoir droit au chapitre dans ses institutions, à toutes les réunions, dans toutes les instances. Donc c'est pour ça qu'il est important que les États reviennent à l'ordre constitutionnel. Il peut y avoir des situations qui conduisent à des coups d'État, mais il faudrait que cette situation de transition ne dure pas. C'est pour ça que les institutions internationales souhaitent que les États de transition reviennent au plus tôt à l'ordre constitutionnel. Deuxième élément, c'est que la situation de transition a un impact sur les populations parce que les aides extérieures, l'intervention et la collaboration avec les institutions n'est pas soutenue. Et certaines institutions posent des conditions avant de poser des aides. Et là, c'est les populations qui en pâtissent. Et enfin, le fait que ces pays sont en transition, donc sanctionnés, ça affaiblit la présence d'une institution comme la CEDEAO qui avait 5 représentants dans le conseil exécutif permanent de l'Union africaine, mais et avec la réduction et la sanction de ces pays, ça réduit l'importance de la CEDEAO au sein du comité permanent de l'Union africaine. Donc pour ça, je pense que avec tous ces 3 éléments, je pense que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est dans sa droite ligne et le communiqué rentre dans la droite ligne des exigences des instruments des institutions du continent. Dans son communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine insiste sur la nécessité d'une meilleure coordination entre l'Union africaine, la CEDEAO et les États du Sahel. Après les tensions entre la CEDEAO et les régimes de transition dans la région du Sahel, quels mécanismes de coopération peuvent-ils être encore déployés de manière concrète ?
D'abord, avant de vous répondre à votre question, je peux vous dire qu'il y a déjà un principe de subsidiarité qui existe entre les institutions à des niveaux, à des degrés divers. Donc, s'agissant de la région de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, la subsidiarité fait que la décision de la CEDEAO est portée par l'Union africaine. Et dans ce sens, je pense que jusque-là, la collaboration a été parfaite, sauf qu'il y a des nuances, puisque les instruments ne sont pas les mêmes. Il y a des exigences qui sont plus lourdes, c'est-à-dire qui sont plus strictes que d'autres. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, c'est coup d'État zéro, et le principe de coup d'État zéro est exigé. Donc c'est pour ça que la CEDEAO les décisions de la CEDEAO ont l'air plus sévères, mais dans le fond, l'Union africaine, à toutes les réunions, a affirmé son soutien à la CEDEAO. Maintenant, la collaboration doit s'améliorer pour que on évite surtout des missions qui se succèdent d'institution à une autre. Je pense que dans ce sens, il est important que toutes les institutions internationales parlent de la même voix, continuent de parler de la même voix et organisent les mêmes missions sur le terrain afin qu'il n'y ait pas de discordance entre les appréciations de situation. Et je pense que ce faisant, ce serait un atout majeur pour l'apport que ces institutions vont emmener pour ces États. Donc, je pense que la collaboration peut être améliorée en organisant des missions de diplomatie préventive en commun et surtout des missions conjointes. C'est ce que je voulais dire, des missions conjointes entre les institutions pour parler d'une même voix aux autorités. Ça donne plus d'importance à la pression qu'on veut faire sur ces États. Le Conseil de paix et de sécurité reconnaît les progrès réalisés par le Burkina Faso et le Niger tout en appelant à des transitions inclusives associant les acteurs politiques, autant pour moi, la société civile, les jeunes, les femmes et les autorités traditionnelles. Quelles seraient, selon vous, les conditions indispensables pour qu'un tel dialogue national soit réellement crédible et accepté par toutes les populations ? Moi, je pense que pour cette question, la première condition serait de décrisper la situation dans ces États. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous savez, dans ces différents États, il y a par exemple la suppression des partis politiques, la suppression de toute activité politique. Je pense qu'il faudrait que les autorités de ces États décryptent la situation et créent un environnement très favorable au dialogue. Ensuite, je veux insister sur le fait que chaque citoyen a pour objectif ou a pour ambition de contribuer à la cohésion de l'environnement dans son État. Donc, s'il y a des acteurs de société civile, c'est pour contribuer. Ils s'organisent pour contribuer au bon déroulement, à la bonne gouvernance de leur pays. Il y a des partis politiques, c'est pour animer la vie publique. Donc, je pense que aussi bien les autorités de transition que les partis politiques, que la société civile et les autorités traditionnelles ont leur rôle à jouer. C'est pour ça qu'il faut leur permettre de s'exercer et de s'exprimer sur le terrain et ne pas les empêcher. Je pense que cette première condition de décrispation est une condition favorable pour que le dialogue puisse être une réussite et c'est une condition indispensable. Nous avons vu des dialogues organisés où certaines parties de la société refusent de participer parce qu'ils estiment qu'on ne leur permet pas de s'exprimer librement. Donc la décrispation, je pense que de l'environnement politique est très importante pour que le dialogue soit une réussite. C'est mon avis. Parlons justement du plan sécuritaire. L'Union africaine estime qu'une réponse militaire ne peut à elle seule résoudre la crise dans le Sahel et préconise d'agir simultanément sur la gouvernance, le développement, la résilience et les causes profondes du terrorisme. Cette approche peut-elle être mise en œuvre de façon efficace sans une coopération étroite entre les pays de la CEDEAO, les États de l'Alliance du Sahel et l'Union africaine?
Bon, je pense que cette approche est la meilleure parce que vous voyez, s'il y a le terrorisme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un terreau favorable à cette activité. Alors, et ce terreau, c'est d'abord le manque d'emploi des jeunes qui constitue une masse importante aujourd'hui. Et ces jeunes, à un certain âge, ne savent plus à quoi se vouer. Et donc, c'est l'opportunité pour les terroristes de les recruter. Bon. Ensuite, vous avez le fait que des jeunes en âge d'aller à l'école sont à la maison des années et ne savent pas quel est le sort qui leur est réservé dans leur vie. Donc, je pense que c'est une bonne approche que de mettre en priorité la gouvernance et le développement économique pour adoucir les frustrations que nous avons dans nos pays. Vous savez, la majeure partie des citoyens dans nos pays vivent dans la pauvreté, dans la précarité, et c'est ça aussi fait partie du terreau qui favorise l'enracinement du terrorisme dans nos États. Donc, il faut qu'on associe les activités de développement et qu'on permette en matière de gouvernance, qu'on permette, comme je l'ai dit tantôt, qu'on permette aux acteurs de s'exprimer, qu'on permette aux acteurs de s'exprimer et qu'on fasse l'effort d'une bonne répartition des richesses de nos pays. Aujourd'hui, nous notons que les gens vivent dans la précarité et les richesses sont mal distribuées, si bien que ça favorise les activités de terrorisme. Quelqu'un qui ne sait plus à quoi se vouer, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, il se donne. Donc, il faudrait que nos États, et avec les institutions internationales, créent toujours l'environnement pour apaiser ces frustrations et donner l'espoir aux jeunes. Et de ce fait, je suis d'accord avec le communiqué qui exige que la réponse militaire ne suffit pas. D'ailleurs, on a la preuve. La réponse militaire n'a jamais suffi. Et malgré le fait que les efforts sont concordants pour juguler cette crise, et nous voyons que de temps en temps, ça surgit. Et il faut aussi une sensibilisation des populations pour contribuer à donner des informations. C'est très important et je pense que ce faisant, on pourra réussir à atténuer ce fléau qui vraiment nuit à notre société et surtout à l'Afrique de l'Ouest. Au-delà des déclarations politiques, quelles actions concrètes la CEDEAO peut-elle encore entreprendre aujourd'hui pour contribuer à la stabilisation du Burkina Faso et du Niger tout en respectant leur souveraineté et en favorisant à terme un retour à l'ordre constitutionnel? Très bonne question. Et vous savez, la question de souveraineté, ce que les États membres ignorent, ou essaie de passer sous silence, c'est que en faisant tout le processus jusqu'à la ratification des traités qui les engagent dans ces institutions, ceci, la conséquence, c'est qu'ils cèdent une partie de leur souveraineté à ces institutions. Mais que nous constatons, nous, aujourd'hui, les États se prévalent de la souveraineté pour bafouer les instruments, les exigences des dispositions contenus dans des protocoles qu'eux-mêmes ils ont signés. Alors, de ce fait, nous constatons aujourd'hui que les institutions africaines sont très faibles pour faire appliquer les exigences politiques. Mais, néanmoins, dans cette condition, je pense que ces instruments, ces institutions comme la CEDEAO doivent donner priorité aux activités de santé, aux activités d'intervention humanitaire, et aux activités de soutien pour le retour de la sécurité dans nos États. Et sur cet aspect, je peux vous confirmer que la CEDEAO, les chefs d'état-major des États membres de la CEDEAO continuent de collaborer parce qu'ils estiment que la menace sécuritaire est une menace pour tout le monde, aussi bien pour les pays du Sahel que pour les pays côtiers. Donc, c'est déjà un grand avantage que les chefs d'état-major des pays du Sahel sont associés aux décisions des réunions des chefs d'état-major pour pouvoir atténuer l'impact de l'insécurité dans la région. Et j'en profite pour vous dire que
Du point de vue de la santé, la CEDEAO ne ménage aucun effort depuis malgré la crise, et les États du Sahel bénéficient toujours des soutiens de la CEDEAO. Par exemple, la CEDEAO a dernièrement mis à disposition de tous les États une trentaine de véhicules ambulances pour les soutenir dans les crises sanitaires. Parce qu'au moment d'Ebola, par exemple, de l'avènement de l'Ebola, nous avons constaté que l'Ebola, ça n'a pas de frontières. Donc, si vous ne prenez pas les dispositions de collaboration, les dispositions préventives, ça peut attaquer votre pays aussi. Ensuite, nous avons le domaine humanitaire. La CEDEAO en période de crise humanitaire dans les pays du Sahel ou dans les pays en transition, a apporté des soutiens. Et je pense que sur ce point, nous pouvons demander à la CEDEAO de continuer de soutenir les États dans ces domaines de santé, d'humanitaire et de sécurité. Et enfin, la CEDEAO a malgré tout maintenu le principe de libre circulation avec ces États, puisque malgré la sortie de ces États, la constitution de l'AES, la CEDEAO n'a pas exigé pour les citoyens de ces pays de présenter des visas ou d'exiger des visas à ces citoyens pour circuler. Donc, notre communauté est une. Et il serait difficile de modifier l'histoire en nous divisant. C'est pour ça que la CEDEAO est restée au statu quo dans ces domaines-là de santé, de libre circulation et de sécurité. Et je pense que c'est un atout véritable pour amener à la longue ces pays à revenir à l'ordre constitutionnel. Mais aussi, il faudrait que nos institutions revoient leurs tests. Parce que les tests, de plus en plus, doivent être adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Et ensuite, le fonctionnement même de l'institution. Donc, parce qu'il faudrait que nous puissions revoir et adapter tous les tests et tout le fonctionnement de l'institution aux réalités d'aujourd'hui afin d'éviter de prochaines crises. Et je pense que ce faisant, la CEDEAO pourra être à même de maîtriser la situation sur le terrain. Merci. Monsieur Francis Gabriel Oquet, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Pas de quoi. Je vous remercie pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes l'ancien représentant permanent de la CEDEAO près de l'Union africaine et que cette émission a été enregistrée en visioconférence avec vous depuis votre bureau à Cotonou, au Bénin. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur l'ensemble de nos plateformes digitales et sur My Africa 24, la première plateforme de streaming HD du continent.